Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Nicolas de Bézieux, directeur général de Railcoop, première coopérative ferroviaire de France. En décembre 2020, le monopole qu'avait la SNCF jusqu'à présent touchera à sa fin et le réseau ferroviaire français sera enfin ouvert à la concurrence. C'est dans ce contexte que Railcoop proposera des lignes interrégions dès 2022 et réhabilitera des lignes de fret à compter de 2021. Dans cet épisode, Nicolas nous raconte comment sa coopérative compte agir pour concurrencer non pas la SNCF directement, mais plutôt proposer une offre complémentaire à la voiture et au covoiturage. Le sujet des transports ferroviaires peut paraître complexe et difficile à appréhender. Néanmoins, je vous garantis que dans cet épisode, Nicolas clarifie et définit tous les termes techniques afin que nous puissions comprendre les enjeux que soulève un tel projet. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Une journée intense, on le disait avant de commencer l'enregistrement. Oui, une journée très chargée, mais bon, ça prend du temps quand même de créer une nouvelle entreprise ferroviaire, donc c'est la journée habituelle. On va en parler, donc vous êtes Nicolas de Railcoop. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, un peu plus précisément ? Alors, donc, je suis Nicolas, je suis actuellement donc, le directeur général de Railcoop. Je suis un ancien fonctionnaire du ministère de la Transition écologique. Et je ne suis pas du tout issu du monde ferroviaire. Moi, mon prisme, c'est vraiment voir comment on arrive à lutter contre le dérèglement climatique. Et c'est comme ça que j'en suis venu au ferroviaire et à monter le premier opérateur ferroviaire coopératif d'Europe, a priori. Je pense. Déjà, j'aimerais qu'on précise pour les auditeurs un petit peu ce qu'il en est actuellement en France de la situation du secteur ferroviaire. Il y a un monopole de la SNCF pour l'instant. Est-ce que vous pouvez juste nous dresser un petit tableau pour qu'après ce soit plus simple ? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, quand on parle de la SNCF, en fait, il y a plusieurs SNCF. Il y a SNCF Réseau, qui gère le réseau, donc les rails. Et il y a SNCF Voyageurs, ou Fret SNCF aussi, il y a un certain nombre d'entreprises qui font partie de la galaxie SNCF, mais qui font circuler les trains, en fait. À partir de décembre de cette année, décembre 2020, il va y avoir une ouverture du marché, c'est-à-dire que le réseau va rester propriété de SNCF, mais quiconque voudra utiliser le réseau, quiconque voudra faire circuler les trains, pourra le faire. En fait, sur la partie fret et voyageurs, le fret étant libéralisé depuis plusieurs années maintenant, mais ce qui est nouveau, c'est qu'à partir de décembre, le voyageur sera également libéralisé, donc on pourra faire circuler des trains de voyageurs par d'autres opérateurs que la SNCF. On a beaucoup parlé d'entreprises étrangères qui seraient intéressées pour concurrencer la SNCF. Vous, c'est pas du tout le cas. Pourquoi est-ce qu'on parle davantage de ces entreprises étrangères ? Pourquoi déjà on part du postulat que ce sont des entreprises étrangères qui vont s'y intéresser ? Alors, ça ne va pas être que des entreprises étrangères. Il y a par exemple, je pense à Transdev, je pense à RATP, qui vont venir sur des marchés en fait, aujourd'hui qui sont détenus par la SNCF. On parle beaucoup des entreprises, des grandes entreprises, parce que pour se lancer dans le ferroviaire, il faut des capitaux importants. Alors, je vais être un peu plus précis. Pour se lancer sur la grande vitesse ferroviaire, pour faire rouler des TGV, il faut des capitaux importants. Et donc, c'est pour ça qu'on parle principalement de Tello, de Renfe, donc une société espagnole. On parle aussi de la Deutsche Bahn, donc d'entreprises qui vont investir sur des segments de marché qui sont principalement TGV. Nous, on n'a pas ce positionnement-là, on a un positionnement différent, c'est de faire du train classique, de faire des grandes lignes quand même, mais en train classique, mais donc pas du tout moins rapide.
Mais on va s'appuyer sur du coup des infrastructures qui coûtent moins cher, sur du matériel qui coûte moins cher. Donc il y a plein de choses. Donc on n'est pas tout à fait sur le marché. Et puis, il faut reconnaître aujourd'hui, nous, on a été créé il y a moins d'un an, hein, donc on est tout petit. On n'est pas encore formellement entreprise ferroviaire puisqu'on n'a pas notre licence d'entreprise ferroviaire qu'on aura prochainement. Mais, et donc aujourd'hui, on est vraiment comme le disait une journaliste il y a quelques temps, on est un petit poussé du ferroviaire. Et donc c'est normal que dans un premier temps, on parle des grands acteurs. Mais je vous rassure, on va parler de nous prochainement beaucoup. J'espère. Comment est-ce que ça se passe dans les pays limitrophes? Est-ce que c'est le même système avec ce système de monopole ou au contraire c'est complètement ouvert Il y a plusieurs modèles qui existent. Au Royaume-Uni, c'est assez Alors, au ouvert. Royaume-Uni, c'était assez intéressant. L'exemple du Royaume-Uni est souvent décrié parce qu'effectivement, la libéralisation du rail a été très très brutale. Ils ont à la fois libéralisé l'infrastructure, mais en même temps, en fait, ils ont complètement démantelé en fait British Rail. Donc il y a vraiment eu une démarche de démantèlement très très poussée. Ils en sont revenus progressivement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au Royaume-Uni, c'est le pays européen où le ferroviaire se développe le plus. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'ils sont allés très loin et que maintenant, ils sont en train de revenir avec des choses un peu plus hybrides. Donc c'est intéressant. Il y a d'autres modèles. Par exemple, le modèle qu'on cite souvent, c'est le modèle allemand. Où il y a eu une implication très forte des autorités locales, notamment des Länder, pour développer le train. Et c'est vrai qu'il y a une belle croissance du trafic en Allemagne, qui est un peu le modèle que certains acteurs du ferroviaire voudraient voir émerger en France. Et moi, souvent, je dis attention, prudence, parce que en Allemagne, la part modale du ferroviaire et le nombre de passagers qui prennent le train est inférieur à la part française. Donc le fonctionnement de la SNCF en tant qu'établissement public, globalement, a fait ses preuves. Donc il faut être assez vigilant quand on parle aussi d'ouverture encadrée par la puissance publique dans d'autres pays. Puis il y a des pays où tout simplement c'est pas ouvert. Je pense à la Suisse, notamment. Alors, encore une fois, c'est pas ouvert, je mets des guillemets parce que c'est pas si simple que ça, il y a d'autres acteurs, mais où il y a une vraie intégration entre le réseau, l'entreprise ferroviaire. Donc il y a une diversité de modèles en fait. Il n'y a pas de... ce qui est clair, la tendance forte, c'est quand même une dissociation entre les gestionnaires du réseau, donc entre le réseau et ceux qui font rouler les trains. Ça, c'est une tendance assez lourde qu'on retrouve partout en Europe. Vous, avec Railcoop, l'idée, ce serait d'être non pas gestionnaire du réseau, mais de faire circuler des trains. Voilà, c'est ça. Nous, c'est vraiment d'aller... on ne s'occupe pas de la gestion de l'infrastructure. C'est SNCF Réseau qui en a la gestion. Et nous, c'est de faire circuler des trains, mais pas n'importe quel train. C'est d'essayer de voir... Alors, déjà, nous, on est une entreprise ferroviaire, et ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise de mobilité. Notre job, c'est pas d'emmener des gens d'un point A à un point B par n'importe quel mode. Notre job, c'est de faire rouler des trains pour répondre à un besoin, à une demande des gens qui est d'avoir un service ferroviaire. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on est en France, on est la seule entreprise ferroviaire dont l'unique mission est de faire du ferroviaire. Et donc, nous, c'est d'aller voir justement là où le ferroviaire n'est pas actuellement, là où il y a des lignes qui ne sont plus exploitées, mais qui pourraient être économiquement viables, parce qu'on se positionne, nous, sur du marché non conventionné, donc non subventionné. On est vraiment sur du marché libre pour assurer la pérennité, notamment du système. Et donc, nous, notre job, ça va être d'aller sur ces lignes qui, pour diverses raisons, soit parce qu'il y a les jeux d'acteurs, parce que, par exemple, si on est sur des liaisons interrégionales, ça ne répond pas aux compétences d'une région, forcément, puisqu'on est sur plusieurs régions, parce qu'on est sur des marchés qui sont des marchés moyennement rentables, qui sont économiquement viables, mais pas avec des marges qui sont trop importantes, et donc qui ne vont pas intéresser des entreprises financières classiques. Donc nous, on va aller se positionner sur tous ces marchés-là pour redévelopper en fait, du ferroviaire sur les territoires. Oui, parce que je me demandais comment est-ce que vous pouviez savoir qu'il existe une demande s'il n'y a aucun acteur sur ces routes-là. On peut se dire que c'est parce que finalement, il n'y a pas de demande. Il y a des demandes parce qu'il y a des demandes de transport. Ce qu'on a analysé, nous, c'est l'évolution de la demande de transport. D'accord. Et ensuite, on est parti de l'hypothèse qu'on allait pouvoir faire basculer des gens, notamment de la route, vers le train.
Et donc, notamment, c'est vrai pour le Bordeaux-Lyon, c'est vrai aussi pour les autres lignes. On a à peu près, par exemple, sur le Bordeaux-Lyon, on a 80% de notre clientèle. C'est des personnes qui prendraient soit leur voiture, qui feraient soit du covoiturage ou qui prendraient des bus. En fait. Donc vous êtes davantage en concurrence avec la voiture on est en concurrence avec la voiture. Que surtout. les TGV. Ouais, exactement. C'est pas le même. Et c'est pareil, hein, on n'est pas. Enfin, en tout cas, sur les services de jour, on n'est pas en concurrence avec l'avion, paradoxalement, parce qu'on est sur des temps de parcours qui sont plus longs. Mais nous, le parti pris qu'on a, c'est de se dire, en fait, on va vraiment créer un modèle qui va faire que les gens vont arrêter de prendre leur voiture. Donc, ça veut dire qu'il y a des services à bord, il y a toute une réflexion sur l'écosystème qui est nécessaire pour que les gens arrêtent de prendre leur voiture. Et c'est vraiment ça le cœur du modèle de RICOP. Et comment est née cette idée ? Comment est-ce qu'on se réveille un matin en se disant « Ok, je vais lancer une entreprise et acheter des trains concrètement ?» Alors, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant qu'on allait le faire. Je me doute bien. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été une lente maturation. Il y a eu plusieurs origines en fait, à ce projet. Et à un moment donné, les choses se sont cristallisées. Le projet est né. L'une des origines, en fait, c'est un collectif qui était dans le Lot, qui est d'ailleurs toujours dans le Lot, qui s'appelle Quercy-Rail, et qui avait pour mission de faire circuler des trains sur une voie qui n'était plus circulable, qui était fermée. Ils voulaient faire circuler un train touristique. Et puis il y avait toute une réflexion en disant mais oui, mais de toute façon ce sera jamais viable sur ces territoires, c'est pas possible, donc en gros la seule solution c'est de déférer et de rien faire. Et il y avait ce collectif qui disait mais non, mais pourtant voilà, on voit bien qu'il y a un besoin, il y a des besoins de mobilité et tout simplement il n'y a pas d'alternative à la voiture, donc c'est idiot entre guillemets de se priver de cette infrastructure. Donc ça c'est l'une des origines. L'autre origine, c'était une origine plus de l'économie sociale et solidaire. Où il y a des gens dans la coopérative qui se sont dit en fait le modèle économique de la plupart des entreprises aujourd'hui doit être questionné. On le voit dans le domaine de l'énergie, tout à l'heure on parlait de l'énergie, il y a Enercop notamment, mais il y en a d'autres. On le voit dans le domaine de l'alimentation, il y a Biocop, il y a plein de structures. Et sur un bien essentiel qui est le ferroviaire, en fait, ce modèle il est pas questionné. Et on voit bien que l'ouverture à la concurrence qui arrive va en fait faire perdre un peu de sens au modèle ferroviaire. C'est-à-dire quand on a été dans le cadre d'un établissement public, d'un service public ferroviaire, finalement il n'y avait pas forcément besoin d'implication citoyenne et de ce modèle coopératif. À partir du moment où on change le modèle et on est sur un modèle beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libéral, on se dit qu'il y a peut-être besoin d'acteurs comme des coopératives qui émergent dans ce panorama. Donc il y avait ce prisme-là. Et puis il y avait le troisième angle d'attaque, c'est vraiment, et c'est un peu moi comme ça que je suis venu sur le projet d'ailleurs, c'était se dire, en fait on n'a tout simplement pas le choix, c'est-à-dire dans le cadre de la transition écologique en cours, si on veut vraiment réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre, il ne faut pas se projeter dans des technologies qu'on pourrait voir à 30, 40, 50 ans. Il faut tout simplement utiliser ce qu'on a. Et le ferroviaire est là, on sait l'utiliser, il est beaucoup plus efficace et simplement renforcer l'usage du train va considérablement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et tout ça, à un moment donné, cette réflexion sur le renforcement de l'usage du train, comment on fait que les gens prennent davantage de trains, comment on a fait circuler des trains sur des voies qui sont plus exploitées, comment on intègre un nouveau modèle économique là-dedans, à un moment donné, ça a pris forme et ça a pris la forme de RICOP, en fait. Qui est donc une coopérative qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Alors, c'est une société, tous les mots ont leur importance. On est une société, donc on est une société anonyme à capital variable. Donc vous recherchez le profit. Donc nous, on recherche le profit. On va se positionner sur des lignes qui sont rentables, la viabilité économique. On est une société, en fait, comme toutes les sociétés, soumises aux droits de société. La différence, c'est que on est une société d'intérêt collectif. Ça veut dire que le profit qu'on va générer, tous les bénéfices qu'on va générer, doivent rester dans l'entreprise pour développer la mission de l'entreprise. Ça ne peut pas servir à rémunérer en fait nos sociétaires. Donc, d'ailleurs, on les appelle nos actionnaires, on les appelle les sociétaires. Ce n'est pas des actionnaires. Ça doit vraiment être réinvesti pour un objet social, et l'objet social, c'est de développer le ferroviaire. Donc vraiment, la vocation, c'est de créer de la richesse, mais pas comme ça hors sol, c'est créer de la richesse
pour contribuer à un projet collectif. Et on est donc une société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le capital de l'entreprise est ouvert à tous. Quiconque souhaite à un moment donné participer à ce projet peut devenir sociétaire de la coopérative, et selon un principe, c'est qu'une personne égale une voix. C'est-à-dire qu'on achète une part, qu'on achète 100, qu'on achète 200, de toute façon, on aura le même poids au sein de la coopérative. Pourquoi il y a ça, cette association ? C'est pour permettre en fait à chacun d'exprimer et de partager la vision qu'ils peuvent avoir du ferroviaire, et de vraiment générer l'intelligence collective, et de voir comment on arrive à innover, en fait, tout simplement. Pour avoir des sociétaires, comment vous y êtes pris ? Et vous avez lancé un appel ? Comment ça s'est fait ? Alors ça s'est fait de manière assez naturelle, puisque on a communiqué sur les réseaux Bien sociaux notamment. Et d'ailleurs, c'est assez rassurant de voir que cette idée de base, quand on a créé RailCop, on était 32 exactement à la fondation. Aujourd'hui, on approche les 2100 sociétaires en un peu plus de 6 mois. On a quasiment multiplié par 100, pas tout à fait, mais le nombre de sociétaires. Tout simplement parce qu'on a constaté qu'en fait, ce projet-là était extrêmement fédérateur. Tous ceux qui avaient envie de défendre le ferroviaire, tous ceux qui avaient envie d'avoir de nouveaux modèles économiques, qui considéraient qu'on pouvait participer activement à la transition écologique, en fait, nous rejoignent. Et tous les jours, on a de plus en plus de sociétaires qui nous rejoignent, en fait. Donc ça s'est fait très, très naturellement. Et c'est nécessairement des sociétaires engagés, puisque, je préfère le repréciser pour les auditeurs, mais on ne peut pas revendre ses parts plus cher qu'on les a achetées. Oui. Donc, ça ne peut pas être un placement financier. Non, tout à fait. Vous avez raison de le préciser. Dans une société coopérative d'intérêt collectif, quand vous achetez une part à 100 euros, si vous quittez la coopérative, vous ne partagez plus les valeurs, la coopérative, en fait, vous rembourse la part à 100 euros. Alors, sous réserve, effectivement, que entre-temps la société n'ait pas fait faillite et qu'on n'ait pas perdu, voilà. Mais si tout va bien, si vous avez pas il n'y a pas la possibilité de spéculer. Et ce qui fait aussi, ça c'est extrêmement important, comme il n'y a pas la possibilité de spéculer, il n'y a pas la possibilité de perdre notre indépendance. Puisqu'à un moment donné, personne ne peut dire, ben voilà, moi j'achète 51% des parts et puis maintenant, top, c'est fini, on arrête la coopérative, on passe à un modèle classique. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de prise de contrôle qui est possible. C'est très intéressant comme modèle, je trouve, surtout sur ces problématiques qui sont hyper importantes à une échelle nationale, en fait. Pour le matériel, comment ça se passe ? Parce que, bon, là, ça y est, maintenant, ça a été validé, vous aviez déposé à l'autorité de régulation des transports, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a demandé l'autorisation puisque, pour être clair, pour aller sur le marché libre, on a le droit de faire les lignes qu'on veut, à condition qu'on ne vienne pas en concurrence avec un service public, ce qui est assez logique. Et donc, l'autorité de régulation des transports a validé en fait nos lignes en disant qu'on n'était pas en concurrence avec un service public. L'une des lignes que vous mettez beaucoup en avant, c'est Bordeaux-Lyon. Mais après, comment ça se passe pour le matériel ? Est-ce que vous avez des trains déjà ? Vous avez des pistes ? Alors ça, c'est le gros sujet qu'on est en train de traiter actuellement. On est en discussion avec Alstom pour l'achat de matériel. Les discussions sont en cours. On va avoir dans les prochains mois. Que ce soit votre société qui achète, parce Alors, que j'ai lu également. Non, en fait, on ne va pas les acheter directement. C'est-à-dire c'est nous qui définissons. On définit ce qu'on veut en fait comme matériel, puisqu'on aura un certain nombre de services à bord. Donc voilà, on va définir ce qu'on veut. Par contre, on va faire appel à un loueur, une société spécialisée qui va les acheter à notre place, en fait, qui va assumer le risque financier, schématiquement. Donc, ils vont investir dans le matériel et ensuite, ils vont nous louer le matériel. Voilà. Et puis, ils ne vont pas faire que nous louer le matériel, ils vont assurer exactement la relation avec la maintenance. Nous, on va se contenter, entre guillemets, d'avoir du matériel qui roule. D'accord. Et après, tout le volet gestion de la maintenance, financement, etc., c'est externalisé à des sociétés spécialisées, en fait. Est-ce qu'il y a un minimum de trains à acheter ou louer pour pouvoir bien s'implémenter sur le réseau ? Alors oui, là sur le Bordeaux-Lyon, on est sur 6 rames. Voilà, 6 rames Régelis, c'est la discussion qu'on a avec Alstom, qui nous permettrait de faire 3 allers-retours quotidiens. Pour une durée de combien de temps de trajet ? Le trajet, c'est un peu moins de 7 heures. Pour être clair, nous, on avait calculé 6h47 de temps de parcours, mais on est en discussion avec SNCF Réseau, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes réglementaires
qui font que SNCF Réseau, pour l'instant, est sur un temps de parcours de 7h10 dans ce qu'ils nous proposent. Et donc, il y a une discussion pour savoir, et probablement qu'on aboutira entre les deux vers 7h. Oui, aux alentours de 7h. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire exactement spécifiquement, mais enfin, en tout cas, voilà. Une de vos volontés, c'est aussi de décentraliser le système ferroviaire français, où là, on a quand même souvent besoin de se déplacer à Paris. Vous et moi, on vit en région et c'est très compliqué pour se rejoindre à d'autres endroits. Alors juste, en fait, c'est là vous touchez en fait le cœur même du positionnement de Railcoop. C'est que notre constat, ça a été aussi de se dire, nous on va pas être en concurrence avec la SNCF, avec les TGV de la SNCF. Alors, on va pas être en concurrence avec les trains régionaux. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'aller là où il y a un marché potentiel et où ce marché n'est pas adressé. Et typiquement, dans les études qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de liaisons directes interrégionales qui aujourd'hui n'étaient pas assurées par le train. Alors même qu'elles ont un fort potentiel. Pour une raison très simple, c'est que depuis maintenant, on va dire 20-30 ans, il y a un déplacement de la population française. La population française, les régions en fait, de l'arc atlantique et du sud-est de la France sont des régions qui sont très dynamiques démographiquement et économiquement d'ailleurs. Et donc il y a une modification des flux. Or, le réseau ferré français reste, comme vous l'avez dit, centré sur Paris. Et donc il y a énormément de flux province-province, et c'est le cas du Bordeaux-Lyon, hein, mais c'est le cas aussi du Toulouse-Rennes par exemple qu'on a notifié, qui aujourd'hui n'ont pas de connexion directe tout simplement par le train. Et nous, notre objectif, c'est de reconnecter, justement, de refaire des liaisons directes par le train entre ces territoires. Pour y parvenir, vous avez besoin, j'imagine, d'un certain capital financier. Combien de sociétaires est-ce que vous visez ou quelle somme est-ce que vous visez ? Alors, on a besoin d'un capital social d'1,5 million pour avoir la licence d'entreprise ferroviaire voyageur. D'accord. Ça, c'est le seuil minimal, c'est-à-dire que il faut qu'on ait un qui est accordé par qui ? Qui est accordé par le ministère de la Transition écologique. Donc, actuellement, on est à peu près 630 000 euros de capital social libéré, et donc, en gros, il nous manque à peu près 900 000 euros. Mais en gros, j'ai bon espoir qu'on les atteigne parce qu'on a notamment un certain nombre de collectivités locales qui vont nous rejoindre. C'est aussi l'un des avantages de la société coopérative, c'est qu'on peut avoir des structures, des communautés de communes qui nous rejoignent et qui prennent part à la coopérative. Donc, nous, il nous faut un minimum d'1,5 million. Après, ce 1,5 million de capital social, il n'est pas suffisant pour démarrer l'activité. Pour être très clair, on est sur une enveloppe à peu près de 5 millions d'euros. Ça dépend d'un certain nombre de conditions, mais on va partir sur les 5 millions d'euros. Et ces 5 millions d'euros peuvent venir de différentes sources, soit effectivement par un renforcement du capital social. Donc plus on sera de sociétaires, moins on sera obligé d'aller vers d'autres instruments de financement de type des obligations par exemple qu'on pourra émettre, du prêt bancaire, d'autres financements classiques en fait. Voilà. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ligne est économiquement viable, mais il y a énormément de coûts d'ingénierie en amont pour lancer la ligne. Et c'est ces coûts-là, faut former les conducteurs, il faut faire des avances sur le matériel, il faut payer en avance les redevances qu'on va payer à SNCF Réseau pour utiliser le réseau. Donc il y a plein de choses, il y a des systèmes d'information à développer, il y a plein de choses qui doivent être faites en amont. Et c'est pour ça que nous, on a besoin de ce financement en amont pour pouvoir lancer la première ligne. Une fois que la première ligne sera lancée, on pourra engendrer des bénéfices qui vont nous permettre de continuer et de lancer d'autres lignes en fait. Vous aimeriez lancer cette première ligne quand ? Alors l'objectif c'est juin 2022, fin juin 2022, c'est ce qu'on a notifié. Pour les voyageurs ? Pour les voyageurs. Alors pour être clair aussi, c'est qu'on va démarrer dès l'an prochain une liaison fret, puisque le siège de l'entreprise est à Figeac, donc entre Figeac et Toulouse, on va démarrer une liaison fret qui va nous servir sur deux choses. La première, c'est que ça va nous permettre un peu de nous rôder sur les opérations ferroviaires, donc ça va nous permettre
voilà, de vérifier nos processus si tout va bien et de pouvoir avancer pour être pleinement opérationnel au moment du lancement de Voyageur. Et la deuxième chose, c'est qu'on souhaite mener une expérimentation un peu particulière entre Figeac et Toulouse, puisque on souhaite avoir une desserte de fret régulière entre les métropoles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le modèle classique du fret, où on dit les entreprises aujourd'hui de fret ferroviaire vont chercher des clients. Une fois que le client a validé, ils mettent en place un train. Nous, on va mettre en place le train, on va offrir une capacité et on prend un risque. Alors, risque qui est mesuré quand même, qui est pas, on va pas juste mettre le train comme ça, mais on met un train et on part du principe qu'en fait l'offre va créer la demande. Et donc on va avoir une démarche commerciale pour ensuite remplir le train, etc. Mais on aura cette liaison régulière entre Figeac et Toulouse, parce que c'est important pour nous aussi de voir comment on arrive à reconnecter un certain nombre de territoires au fret ferroviaire, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, cette liaison pour le fret, elle s'opère comment? Plutôt en camion? Exclusivement par camion. Il n'y a plus du tout sur le bassin d'emploi, en fait, Nord-Aveyron, est du Lot, il n'y a plus du tout de service ferroviaire fret, en fait. Donc c'est exclusivement des camions. Ok, il n'y a plus du tout de train qui circule. Plus du tout de train. Il y a les lignes, mais il n'y a plus de train. Il y a plus de train. Oui, donc les entreprises et tous ceux qui ont besoin du fret devraient être intéressés assez facilement. Oui, après, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des habitudes qui sont prises. Il y a aussi, je dirais, c'est pas facile la conduite du changement, en fait. Donc, faut aussi culturellement, faut comprendre pourquoi le fret a disparu de ces territoires. C'est-à-dire qu'elle a disparu aussi parce que la qualité du service qui était fourni aux entreprises sur les territoires n'était pas suffisante. Et donc, nous, aujourd'hui, quand on va rencontrer des entreprises en leur disant on va faire revenir du train, ils nous disent merci, nous on en a soupé, on n'en veut pas, quoi. Donc, il y a un volet pour expliquer que oui, on n'est pas dans la même logique, on est dans une logique de fiabilité, on est dans une logique de régularité. Donc, tout ça, il faut le réexpliquer. Mais pour être clair, la ligne Figeac-Toulouse, c'est une petite ligne, ça fait 130 km, donc c'est tout petit, on fait l'aller-retour dans la journée. Mais cette ligne-là, pour l'instant, elle n'est pas viable. Économiquement, elle n'est pas viable. Mais on prend le risque quand même d'aller là-dessus, parce que ça va nous servir pour nous former et en fait tester un certain nombre de principes organisationnels qu'on va ensuite appliquer sur le Bordeaux-Lyon, où là il y a des enjeux plus importants. Mais et l'autre dimension, c'est que si on réussit, ça peut être aussi un modèle qu'on pourra dupliquer, qu'on pourra développer. Donc c'est aussi une expérimentation qui nous sert à la fois pour innover et à la fois pour renforcer nos compétences. C'est ambitieux. Un petit peu. Si on retourne sur le transport de voyageurs, au niveau des tarifs, pour les voyageurs, c'est souvent un des points aussi très critiqués de la SNCF, c'est que c'est quand même assez onéreux et que ça démocratise pas du tout les transports en train. Vous, est-ce que vous pourriez proposer des tarifs plus intéressants? Est-ce que vous avez déjà une idée ou pas du tout? Oui. Nous, notre modèle économique, il est basé sur un alignement avec le covoiturage. D'accord. Donc, on a construit... dans le ferroviaire, souvent, on conçoit le service en faisant la somme des coûts d'exploitation et ensuite on fixe le prix. Nous, on est parti du principe inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit, aujourd'hui, on va fixer un prix pour le trajet Bordeaux-Lyon qui est d'à peu près 38 €. Et comment on fait pour avoir une organisation industrielle qui nous permette d'être viable à ce niveau de prix? Alors, pour être clair, 38 €, c'est le prix d'accès. Qui est le prix d'accès, mais après, on ne sera pas dans le yield management là, avec des prix qui varient d'une minute à l'autre, c'est pas l'objet, mais c'est que bien entendu, après, par exemple, typiquement l'une des demandes qui nous a été remontée pour la clientèle business, c'est d'avoir des espaces isolés qui permettent de travailler de façon confidentielle sur des dossiers, c'est-à-dire pas être
être en capacité de passer des appels de manière un peu isolée et pas forcément quand on est en grande salle partagée avec tout le monde, de travailler sur des dossiers où on sait qu'il n'y a personne qui va nous regarder derrière sur l'écran d'ordinateur. C'est un truc tout bête. Et ça, du coup, dans les aménagements qu'on a demandé par exemple à Alstom, c'est le fait d'avoir des cabines individuelles pour la clientèle business. Donc forcément, les cabines individuelles pour la clientèle business, elles ne seront pas à 38 euros, pour être très clair. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Le fait de pouvoir transporter des vélos, c'est la valeur supplémentaire. Donc il y a des choses en plus il y a des services supplémentaires qui vont contribuer à l'équilibre économique. Mais pour un voyageur, je dirais, qui voudrait juste faire le Bordeaux-Lyon sans aucun service additionnel, il pourra payer le prix du covoiturage avec juste sa valise, sa petite valise et voilà. Après, ça restera un train classique avec une voiture-bar. On pourra avoir accès. Alors, il n'y aura pas de voiture-bar. Pas de voiture-bar, d'accord. Le parti pris, il y aura un compartiment de service en fait à bord du train. Et le parti pris qu'on a fait, c'est de travailler vraiment en synergie avec les territoires. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de voiture-bar. Par contre, il y aura la possibilité à bord de commander notamment des repas auprès de restaurateurs qui sont situés le long de la ligne. Donc par exemple, si vous arrivez à Limoges et vous connaissez un bon petit resto à Limoges, vous pourrez commander à bord un plat de votre restaurant et il vous sera livré au moment où le train arrivera en gare, quoi. Donc c'est ce genre de service qu'on fait. Voilà. Alors, après, effectivement, quand je dis qu'il n'y aura pas de voiture-bar, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la possibilité d'aller au comptoir. Par contre, on aura un service à la place de boissons. Mais l'idée, c'était vraiment de travailler sur la qualité, sur les produits qu'on peut apporter, et pas juste d'avoir un trolley qui passe avec un sandwich ou cellophane. Et de soutenir aussi des initiatives locales tout au long de la ligne, en fait. Exactement, tout à fait. De travailler en partenariat avec tout un écosystème, en fait. C'est vraiment l'approche, hein, c'est de voir comment cette ligne ferroviaire et ces lignes qu'on va développer servent le territoire. Comment est-ce qu'on arrive à construire un écosystème qui va, au-delà de la simple desserte, au-delà du simple fait de transporter les gens, va créer de la valeur pour le territoire. Oui, redynamiser. Exactement, oui, tout à fait. Pour acheter les billets de train, est-ce que ce sera sur la même plateforme ? Alors oui, c'est-à-dire que vous pourrez acheter des billets Railcoop, alors sous réserve effectivement que... mais sous réserve qu'il y ait des accords de partenariat qui soient établis. Dans votre idée. Mais normalement, toutes les agences de voyage, et oui, SNCF est une agence de voyage, sera en mesure de vendre nos billets de train. D'accord. Puisque c'est la question qu'on nous pose, c'est en gros, est-ce que sur oui SNCF, on pourra trouver des billets Railcoop ? Normalement, oui, mais les accords ne sont pas encore mis en place, donc je ne peux pas vous dire que ce sera le cas, mais pour être très clair, alors je m'avance peut-être un petit peu, mais si la SNCF n'autorisait pas la vente de billets autres que ceux de la SNCF sur son site, ça pourrait être clairement interprété comme une entrave à l'ouverture du marché. Et donc, je pense qu'il y a des sources de contentieux derrière très fortes. Mais nous, ce sera pareil. Hein, sur notre site, il y aura la possibilité aussi d'acheter des billets pour d'autres compagnies. Hein, donc, ça va vraiment révolutionner le transport ferroviaire en France, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Nous, on a grandi... avec Voyage SNCF et maintenant Oui SNCF, mais... Oui, on a grandi. Enfin, je me rends compte quand même que... on est sans doute peut-être de la même génération, mais toutes les générations qui sont nées après les années 2000 ont perdu cette culture du train. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en région qui n'ont jamais pris le train, tout simplement, et qui sont plus... moi, il y a beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans, 20 ans, qui en fait... n'ont pas cette connaissance du train. Ça interpelle parce qu'il y a eu une disparition considérable du service. Nous, c'était quelque chose... moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on ne se posait pas la question, quoi. C'était normal. Voilà, c'était normal. Je me souviens même des compartiments fumeurs. Exactement. À l'enfer, à traverser. Ouais. On a tous des souvenirs vis-à-vis du train. Il y a toute une culture, il y a tout un imaginaire le train, donc c'est... On n'a pas parlé des trains de nuit, mais je sais que c'est aussi dans les tuyaux et que c'est quelque chose que vous aimeriez réhabiliter. Exactement. Sur les trains de nuit, là, on a un problème aussi de matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériel, très très peu de matériel disponible. Il y a des problèmes d'homologation du matériel en France. Donc ce sera plus tard. Ce sera plus tard. On est en train de regarder. On verra ce qu'on peut faire sur cette question, mais c'est un vrai sujet, oui, le train de nuit, parce que, pareil, ça fait partie de ces marchés qui existent et qui aujourd'hui ne sont pas exploités dans le ferroviaire.
C'est un sujet dont on parle beaucoup, les trains de nuit, en ce moment, même en politique. Donc, espérons que ça bouge un peu plus vite que prévu. Et donc, pour les auditeurs qui écoutent, s'ils ont envie de rejoindre l'aventure Railcop, comment est-ce qu'il faut faire ? Il suffit juste d'aller sur notre site internet. Et là, il y a la rubrique Devenir sociétaire. Et donc, ensuite, il suffit de se laisser guider. Il y a plusieurs étapes, parce que c'est un processus qui est cadré. On a notifié ces éléments à l'autorité des marchés financiers pour être en capacité de le faire en direct. Ça, c'était important aussi qu'on puisse avoir un accès direct. Et donc, il suffit d'aller sur notre site et vous verrez, vous allez parcourir en fait tout le processus pour devenir sociétaire et rejoindre l'aventure Railcop. Merci beaucoup Nicolas, c'était très intéressant. Merci à vous. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur Railcop, je vous indiquerai tous les liens utiles en barre de description. J'espère que cet échange avec Nicolas vous aura permis de découvrir une nouvelle initiative. Si la thématique du voyage vous intéresse, je vous conseille d'écouter l'épisode enregistré l'année dernière avec Céline Serris, qui a voyagé jusqu'en Thaïlande en prenant uniquement le train. Le lien sera lui aussi indiqué en barre d'infos. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!